Alors, merci, mais ça marche, ça? Ça doit. Oui. Mais vous m'entendez de toute façon? Oui. Si tu mettais le micro, ce serait mieux. Non, mais ça marche. C'est moi qui est un peu éloigné. Alors, excusez-moi si je vous ai montré les dernières vidéos étaient en italien, mais vous savez que l'utopie de la FEDROS, c'est-à-dire de la Fédération romane des sémiotiques, ce serait que tous les sémioticiens parlent, au moins comprennent toutes les langues et donc voilà, d'origine romane. Donc vous êtes dans un département de langue française et donc la prochaine étape c'est de comprendre l'italien. Et alors ces vidéos, je les rappelle, c'était dans les sites du musée et c'était tourné et commenté par la directrice du musée à cette époque-là, qui, comme je vous l'avais dit, elle avait changé complètement la façon la façon de visiter les musées, au sens qu'elle avait elle avait beaucoup vidé les musées et elle se faisait comme visiteur modèle, un visiteur cinématographique. Je ne sais pas si vous dites cinématique, on peut dire cinématique. Elle fait, vous avez vu la vidéo, que c'était centré sur le visiteur et les textes insistaient sur le fait que quand on visite un musée, c'est comme le visiteur était un metteur en scène et il construisait un film, son film à lui de sa visite. Et donc, elle insistait sur ça beaucoup. Et ce qui m'a beaucoup intéressé parce que ça reprend toute une discussion sur les corps du visiteur qui est très à la mode dans les études. Dans les études de cinéma, aussi Jacques Fontani a fait un travail là-dessus, et bon, mais je ne vais pas insister là-dessus. Et donc, avec la dernière partie de mon exposé, on a essayé de se poser sur l'axe de la communication du musée, et donc sur la typologie, disons comme ça, des visiteurs des musées. Alors, on a dit que la place du visiteur est définie par différentes stratégies, qui sont des stratégies spatiales, évidemment, la façon dont les salles sont ouvertes ou closes, c'est la succession des salles, les parcours, c'est très important. Et ce sont des stratégies aussi syncrétiques, parce que dans les musées, vous avez des différents langages qui collaborent pour vous aider à repérer. Et donc, on peut imaginer que dans les musées, quelque chose de semblable à ce que Umberto Eco appelle les lecteurs modèles. Ça se fait à propos du visiteur modèle. Et on observe effectivement dans les musées contemporains une progressive focalisation sur les publics de la part des gestionnaires. Les musées, comme je l'ai dit,
sont de plus en plus considérés non seulement comme des lieux de la conservation et de la recherche des œuvres d'art ou des œuvres de la culture, mais aussi comme des lieux de communication à grande échelle, orientés vers la production, mais aussi et surtout vers la transmission des connaissances au public le plus large possible. Justement, je vous ai montré des diapos du musée du Caire. On disait qu'avec Aïcha, qui était là, qu'elle était aussi impressionnée par ces grands espaces. Et effectivement, ce genre d'espace, c'est aussi, disons, un programme pour le tourisme, c'est-à-dire pour se maintenir et pour avoir un succès économique, il doit pouvoir recevoir des milliers de gens, évidemment. Et de l'autre côté, c'est aussi une façon de montrer la puissance d'un pays. Rappelez une fois les grands musées, les Louvre, National Gallery, et New York et tout ça, ce sont aussi des manifestations du pouvoir du pays et qui contiennent toutes ces œuvres. Et donc, aux missions traditionnelles du musée s'ajoutent de nouvelles missions qui sont renouvelées et plus explicites, derrière laquelle planent souvent des problèmes constants et importants de la durabilité économique que l'afflux du public peut d'une certaine mesure justifier, même au-delà des revenus réels générés par les billets, par les tickets d'entrée. Pendant le Covid, les musées vaticains, on a découvert que les musées vaticains de Rome donnaient les 70% des revenus que l'État du Vatican nécessite pour son maintien. Donc, c'était un peu la catastrophe. Mais voilà. Et donc, il faut étudier les visiteurs, le comportement des visiteurs. Est-ce que ça, c'est un problème aussi sémiotique? Oui, de plus en plus. Il y a plusieurs études de marketing aussi. Je pense aux travaux de Jean-Marie Floch, mais de Denis Bertrand. Il y a beaucoup de travaux en ce sens. Et évidemment, ils peuvent être aussi bien utilisés pour étudier les visiteurs des musées. Nous avons une recherche pionnière à laquelle faire référence, et que c'est d'Élisée Véron et Lavasseur. C'est une recherche de 1984 qui s'appelle « Ethnographie de l'exposition, l'espace, le corps et les sens ». Et il s'agit d'une recherche sur terrain, articulée à plusieurs phases, qui me semble encore valable, et qui a été réalisée à partir d'une exposition photographique organisée au Centre Pompidou à Paris. Et la première phase de cette recherche a consisté à analyser l'exposition elle-même, son discours et sa transposition spatiale, la disposition des objets dans les salles, etc., comme nous l'avons déjà vu. Cette analyse est utile comme base pour définir aussi une sorte de visiteur modèle qu'ils appellent les bons corps visiteurs. La deuxième phase de cette recherche a plutôt pris en compte les comportements réels des visiteurs de l'exposition grâce à un système d'enregistrement vidéo
dont les séquences ont été soumises à l'analyse. Entre parenthèses, je dirais comment analyser les musées concrètement. Et voilà, par exemple, effectivement, on fait de la ethnosémiotique aussi. C'est-à-dire qu'on peut, d'une part, on fait les mêmes choses qu'on ferait si on analyse un espace, c'est-à-dire on part des plans et des dessins de l'édifice et tout comme ça, et après on peut documenter sa propre visite et observer les comportements aussi des visiteurs en prenant des vidéos, en faisant des photos, comme on fait normalement dans l'analyse ethnographique. Et donc, en ces recherches dont je vous parle, ça a été un système d'enregistrement vidéo et analyser ça. Les différentes stratégies de visite qu'on a pu identifier ont ainsi ramené à une typologie de visiteurs obtenue à partir de la corrélation de plusieurs facteurs. Par exemple, la série de nodes décisionnels liés au parcours des visiteurs empiriques à partir d'un point de vue donné, selon qu'ils dépendent ou non d'éléments et ou d'indications offertes par l'exposition et son organisation, la durée de la visite, le nombre d'arrêts, les modes de progression de l'espace dans leur caractère conséquent ou non par rapport à la progression chronologique suggérée par l'exposition elle-même. Alors, les résultats, la typologie qu'on a obtenue prend la forme amusante d'une petite bestiaire efficacement illustrée, comme vous les voyez sur l'écran. Ainsi, les visiteurs fourmis suit les parcours proposés par l'énonciateur du musée. Il apprécie, s'attardant surtout ou partie des objets exposés au cours d'une visite qui se veut longue et qui s'enroule autour des murs et des objets en évitant les espaces vides. Il s'oppose aux visiteurs cigales, très sélectifs et peu attentifs aux guides, qui ne prêtent attention qu'à certaines expositions, sautant de l'une à l'autre selon ses intérêts, dans visite par ailleurs courte. Et encore, il y a les visiteurs poissons, quant à lui, qui se déplace au centre de la salle d'exposition en effectuant une visite rapide, préférant une vue d'ensemble plutôt qu'une analyse individuelle des textes, sans pour autant en négliger aucun. Enfin, il y a les visiteurs papillons qui effectuent une visite oscillante, changent souvent de direction, ne suivent pas un parcours prédéterminé, observent plusieurs des œuvres exposées qui l'attirent par certaines de leurs caractéristiques, mais avec des temps d'exposition variables dans une visite globalement semi-longue. Et voilà, la conclusion peut être plus intéressante que décourageante est qu'aucun de ces types de visiteurs ne correspond pleinement à celui imaginé par les auteurs de l'exposition. Et la typologie proposée, d'autre côté, rappelle entre autres celle développée par Jean-Marie Floch pour caractériser les voyageurs du métro parisien dans son étude du 1988.
comment on dit, 10, non, 90, 90, ah oui, sur la base de différentes appréciations portées sur la catégorie sémantique continuité, discontinuité. Je ne sais pas si Lavasseur-Véron avait pris des floches ou l'inverse. De toute façon, vous peut-être vous rappelez cette schéma, cette recherche qui a été très utile dans les études dans le marketing ou sur la ville. Parce que c'est un des premiers textes où Jean-Marie Floch montre comment on peut transférer l'analyse des textes narratifs à des textes spatiaux. Donc il considère que le métro, étant donné qu'il est clos par des ouvertures et des clôtures, peut être considéré un texte en soi cohérent, et à partir de la catégorie continuité-discontinuité, il voit qu'il y a la possibilité d'une valorisation des discontinuités. Alors vous avez des voyageurs qu'il appelle des explorateurs, et ce qu'ils font sont des parcours. S'ils valorisent plutôt la continuité, ils les considèrent des somnambules, et il dit que les parcours qu'ils font sont des trajectoires. Le somnambule, c'est typiquement les gens qui par exemple, viennent en ville pour travailler, donc savent très bien ce qu'ils doivent faire, et ils ne s'arrêtent pas, ils vont jusqu'à... Et ce qui est nié par la valorisation des non-continuités par les flâneurs, bigelloni, c'est la traduction du mot français flâneur, qui en fait font des promenades, ils peuvent s'arrêter, non? Et finalement, il y a les professionnels qui valorisent les non-discontinuités et qui produisent des séquences. Alors, dans la visite des musées, il n'en est fait aucun doute que la motivation d'une part et les facteurs temps d'autre part sont d'importance capitale. Aussi qu'il s'agisse des guides pour la visite des musées ou des villes, les discours touristiques segmentent et proposent des offres taillées pour les différents profils des visiteurs. Je pense par exemple aux brochures que vous trouvez dans les musées, ou par exemple la National Gallery de Londres, dans lesquelles un certain nombre d'œuvres à voir sont proposées en fonction du temps disponible. C'est-à-dire, si vous avez 1 heure, vous allez voir ça. Si vous avez 2 heures, vous allez voir un peu plus. C'est là, en partant de la évaluation de l'importance des œuvres des chefs-d'œuvre qui sont dans les musées. Et à ce regard, on ne peut pas s'empêcher de penser à la scène, à la séquence de Jean-Paul Godard dans le film Bande à part, qu'il y a un moment où il y a justement une visite au Louvre, tout à fait en courant. Et cette course a été reprise plus récemment dans le film de Bernardo Bertolucci, The Dreamers, que c'est l'autre image.
Alors, nous avons dit que les principes qui prévaut dans la sémiosphère est celui de la traduction continuelle de la réalité, qui est filtrée par les langues, se transforme en texte. Et nous sommes donc confrontés à une textualité étendue qui finit par englober toutes les formes culturelles, ce qui est particulièrement évident dans les musées, même s'ils se déclinent de manière spécifique dans le choix d'un genre précis. L'objet unique, le texte unique par rapport à l'ensemble de la sémiosphère peut prendre le rôle du fragment de mémoire à partir de laquelle l'ensemble peut être reconstruit. Et la reconstruction nécessaire au décodage d'un texte conduit toujours effectivement à la reformulation d'un texte. Et je veux encore un peu insister sur la communication dans les musées, étant donné que nous avons encore un peu de temps. Et je vous ai montré tout à la fin de la séance précédente la façon de communiquer avec des films. Et voilà, j'avais même la... Pardon, c'est tout. Hop. Ça ne marche plus. Je ne sais pas pourquoi elle a... Ça y est. Oui, alors j'avais une diapo sur les dispositifs audiovisuels et je peux faire référence à ce texte de Jacques Fontany et de M. Condé, Corps, énonciation et dispositifs audiovisuels, qui me semble pertinent. Et il parle justement du dispositif comme quelque chose qui a toujours deux dimensions, une physique, l'autre mentale. Et l'appareil est ce qu'il faut pour relier ces deux dimensions en les emboîtant. Un dispositif implique une certaine organisation des espaces et inversement l'existence même d'un appareil dédié à un certain effet structure l'espace-temps dans lequel il s'inscrit. Et cependant, il ne s'agit pas d'une structure statique pour laquelle vous vous contentez d'encadrer une pratique. Un appareil est tout à fait comparable à un moteur. Il implique un dynamisme, la mise en jeu d'une énergie. Appareil est synonyme de dispositif ici. Et il est orienté vers un but, vise à placer un sujet humain dans certaines dispositions de corps et d'esprit qui les conduisent à penser à certains objets, entreprendre certaines actions ou essayer certaines passions. Et voilà, cette idée du dispositif audiovisuel, c'est, à mon avis, tout à fait pertinent pour analyser, par exemple, les vidéos qu'on a vues tout à l'heure. C'est-à-dire, les visiteurs, au lieu de proposer une typologie, on imagine que chaque visiteur, dans sa visite, fait son audiovisuel à lui. Et donc, il essaye
c'est, comme je disais tout à l'heure, on insiste beaucoup sur l'expérience. Je vais essayer de revenir à l'autre PowerPoint. Mais je ne sais pas si j'arrive. Ah oui, c'est là. Pour conclure, et là c'est la map, c'est le plan des relations entre ville et musée qui a dessiné Callum Stories, The Story, qui est dans son livre Delirious Museum, qui me paraît très, très efficace pour montrer le mapping que on peut faire de nos visites dans notre vie et tout ça. Et je voulais tout simplement conclure avec une référence à André Malraux et à son musée imaginaire avant qu'on ait tout ce que nous avons maintenant. André Malraux n'avait que des photos et avec ces photos, il disait « Je peux me construire un musée imaginaire ». Nous sommes en 1950. Et les musées imaginaires d'André Malraux est devenu un peu l'emblème de cette idée qu'on peut construire un musée à soi-même. C'est un peu l'idée, non, aussi cinématographique que je vous disais tout à l'heure. Et si on considère l'évolution des médias contemporains, nous avons d'autres musées qui ne sont pas physiques mais qui sont digital, par exemple Google Art Project, qui à partir de 2009 a fait un double travail, c'est-à-dire il a acquis une énorme partie d'œuvres, les a digitalisées, c'est-à-dire que maintenant, si vous êtes historien de l'art, vous n'avez pas la nécessité d'aller dans les musées et de prendre les photos, mais vous pouvez, par votre ordinateur, avoir accès pratiquement à toutes les œuvres qui vous intéressent, qu'elles sont même classées, que vous pouvez aussi classer comme vous voulez, comme si vous étiez André Malraux, et ce qui donne aussi la possibilité, vous savez, vous pouvez agrandir énormément, voir des détails et tout ça, ce qui vous donne la possibilité d'être comme les très vieux connaisseurs qui allaient dans les musées. J'ai vu à la télé, dans une émission de Arte, l'autre avant de venir ici, une émission qui était centrée sur comment la AI, l'intelligence artificielle, est en train de changer la figure du connaisseur. C'est-à-dire que, par exemple, dans les enchères d'art, dans les marchés de l'art, qui est un marché très grand et très puissant, vous avez traditionnellement la figure du connaisseur, c'est-à-dire quelqu'un qui est
qui a l'autorisation, si vous voulez, à signer des attributions, par exemple, non? De temps en temps, on trouve dans un grenier une œuvre, c'est du Raphaël. Alors, il faut faire un tour dans les connaisseurs et avoir des documents qui attestent la... Alors là, et comment on devient connaisseur? Évidemment, en étudiant, en regardant des milieux des œuvres, on a des archives. Les grands connaisseurs ont des archives, des gens qui travaillent là-dessus avec les photos, ils savent la provenance et tout ça. Et finalement, l'intelligence artificielle d'une certaine façon, débraille ces genres de compétences, c'est-à-dire qu'on la nourrit des centaines, des milliers d'œuvres, et elle est capable de dire si une œuvre est de Raphaël ou pas. C'est-à-dire qu'elle va substituer progressivement la figure du connaisseur. Parce qu'effectivement, la mémoire de l'intelligence artificielle est beaucoup plus grande et plus vite de la mémoire humaine. Et donc là, par exemple, c'est un champ d'application de l'intelligence artificielle qui va redéfinir les rôles. Bon, voilà, vous pouvez, comme je disais tout à l'heure, même si vous êtes un utilisateur normal, vous pouvez faire pas mal de choses avec Google Art. Ce qui est arrivé, là par exemple, j'avais fait cette étude dans 2020, et que Google Art Project and Culture a un peu changé, c'est-à-dire qu'au début c'était plutôt reformuler la compétence de quelqu'un qui étudie l'histoire de l'art, et de plus en plus c'est devenu quelqu'un qui joue avec l'art, c'est-à-dire que le niveau ludique a pris une importance de plus en plus forte, et vous avez toujours la possibilité de voir des musées à distance, c'est-à-dire vous trouvez avec la technologie de Art Street View, vous pouvez très bien vous voir à National Gallery ou n'importe quel musée dans l'écran, mais vous avez aussi de plus en plus des formules pour jouer avec les œuvres d'art, c'est-à-dire vous pouvez vous faire votre portrait comme si c'était voilà. Et ça devient de plus en plus ludique. Là, par exemple, c'est la galerie degli Uffizi de Florence qui est très bien capturée. Et là, vous avez justement un parcours, la possibilité de vous déplacer comme dans Google Street View. Vous vous déplacez dans la ville, là vous vous déplacez dans les musées. Et j'avais noté que c'était vraiment cette tendance à cinématiser les textes, ça allait beaucoup dans la direction que Walter Benjamin avait signé dans son texte sur
sur l'art. Et il parlait par exemple du fait que la reproductibilité technique de l'œuvre d'art. Il disait par exemple la reproductibilité technique de l'œuvre d'art conduit à son remontage, conduit à son actualisation, conduit à sa politisation, entraîne son usure aussi. Pensez aux grands chefs-d'œuvre, genre la Joconde, comment elle a été utilisée, obtient les meilleures caractéristiques du cinéma. Vous voyez, il y a cette tendance à comment dirais-je, à rendre les mouvements, l'œuvre d'art typiquement, l'œuvre d'art, disons, traditionnelle est fixe, et de plus en plus, vous avez des façons de la transformer en cinéma, vidéo. Et donc, aussi, il y a une occasion de détournement des plaisirs. Et il concluait, la reproductibilité technique de l'œuvre d'art modifie les rapports de la masse à l'art, qui, d'extrêmement rétroactif, par exemple vers la peinture, devient extrêmement progressif. Par exemple, vers le cinéma comique. Et ça, c'est très intéressant. J'avais aussi une citation de Marshall McLuhan qui a fait un séminaire en 1967 sur les musées électroniques, qui dit: nos musées, j'imagine, sont inconsciemment impostés sur le modèle visuel et ne prend pas en compte la nouvelle ère électronique qui agit sur nous comme une espèce de cauchemar. L'espace soumis aux conditions électroniques est tellement total et oppressif qu'il devient un filtre de tactilité qui traduit à nouveau notre civilisation dans des modèles primitifs. Oui, ça, je ne crois pas que ça ne marche pas. Je ne crois pas que nous sommes connectés à Internet, non? Je sais, non, ça ne va pas. Il paraît que non. Non, bon, alors, nous n'avons pas ça. Et pour conclure avec ça. Les nouvelles formes de communication dans les musées. Ici, j'avais fait une étude sur les musées toujours égyptiens de Turin, qui est très intéressant parce qu'ils ont complètement renouvelé les musées et la communication aussi est devenue plus brillante, un peu ludique. Comme on peut voir dans ces diapos, il y a plusieurs vidéos. Bon, je passe là-dessus. Et dans la pandémie, on a observé un changement de la communication. Par exemple, la galerie de Florence, la galerie de Uffizi, a
beaucoup utilisé les social media pour faire une communication dirigée aux jeunes gens, adopter Instagram, Facebook et tout ça, en faisant une communication très ludique, en prenant les œuvres et les modifiant, en les traitant comme si c'était des des opéras comiques. Ici, là, TikTok aussi est très bien utilisé. Là, j'ai plein de cheveux et je ne vais pas du coiffeur depuis février. Je ne sais pas si j'ai encore d'images. On a utilisé le lockdown, c'est-à-dire la fermeture, pour faire des vignettes comme ça, et prendre une image dans une œuvre et la poser sur les fonds de la ville en disant j'aimerais bien pouvoir me promener là, et comme ça. Il y a des reels, des petites vidéos, et il paraît que ça marche très bien, mais évidemment il y a eu des tas de polémiques parce qu'on dit vraiment on manipule les œuvres de façon un peu trop... Mais bon, je ne vais pas insister là-dessus, mais vous voyez que c'est... Il y a un article sur la revue de l'Association italienne des sémiotiques. Si vous voulez, je peux vous donner les coordonnées. C'est en anglais, justement. Et aussi, ça, c'est il y a par exemple, d'autres formes de jeux, comme les remakes, qui a été lancé par le Getty Museum, où vous pouvez vous faire comme si vous étiez la jeune fille avec son boucle. Voilà, il y a vraiment ce qu'on appelle la gamification. Je ne sais pas comment on dit en français. Gamification. Et c'est une tendance importante qu'il faut prendre en compte. On peut faire des tas de choses comme ça. Il y a des jeux interactifs et tout ça. Bien, je vous remercie de votre attention. Je suis un peu fatiguée, et vous aussi. Et si vous avez des questions ou des commentaires,
Oui, mais on peut... Non, mais c'est pour la... Non, c'est pour poser des questions. Ah, ok. Parce qu'on enregistre la séance. C'est bon? Ça marche pas. Il faut parler vraiment Très fort. très fort. Oui. Ah, non, c'est bon, c'est ici. Vous pouvez les prendre peut-être. Non? On Non. a entendu quelque chose? Oui, Non, bah, c'est- je crois c'est qu'on va ici. faire ça. Non, c'est celui-là. Je vais prendre celui-là. Pardon, je suis désolée. Et je reviendrai vous l'amener pour la réponse. Pour la réponse. S'il y aura des réponses. Hein. Voilà, donc il nous reste quelques minutes pour poser des questions. Et ensuite, on fera la coupure du déjeuner. Merci beaucoup. Merci Isabella pour cet exposé sur la très grande diversité des perspectives de l'espace muséal, extrêmement riche. Et j'aurais une question qui irait vers une compression de la réflexion sur ces espaces à travers un concept qu'on a beaucoup utilisé en sémiotique à une certaine époque, un concept grammatical, qui est le concept de réction, Mhm. avec sa catégorie régissant, régie. Le concept de réction comme un verbe qui régit un complément direct ou un complément indirect. Ça renvoie à ma question sur la réction renvoie à deux aspects de ton exposé, en particulier lorsque tu as parlé du problème de hiérarchie, de la hiérarchie à partir des propositions de Manar Ahmad, et à partir du film remarquable que tu nous as montré, cette déambulation dans le musée. Et la question que je me pose, au fond, c'est celle de la réaction du regard. Qu'est-ce que le regard dirige? Qu'est-ce qui dirige le regard? Comment on a une réaction mouvante, en quelque sorte, qui va jusqu'à peut-être même parfois s'inverser. Dans le film, par exemple, je trouvais très frappant, non pas tellement l'autonomie du regard qui dirige son point de vue dans le musée, que les différents plans à l'intérieur de l'image, où ce qui était focalisé par l'image, c'était tantôt une œuvre, tantôt un mur, tantôt un visage vu de près, tantôt vu de loin. Il y avait une espèce de mobilité incroyable et qui nous disait, comme si l'image nous disait, voilà ce qu'il faut regarder en ce moment. Et comme s'il y avait une compétition d'érection. Et j'en arrive au point terminal, c'est sur ce truc qui est une chose qui m'a beaucoup frappé dans l'architecture des musées contemporains. C'est dans le musée, architecturalement, c'est l'œuvre qui régit l'espace et l'architecture qui est régie. Tout est au profit ou focalisé sur la valeur de l'œuvre à l'intérieur de l'île. D'ailleurs, la hiérarchie de Manar, mais l'œuvre d'abord, ensuite le dispositif et ensuite l'architecture. Or, aujourd'hui, il me semble que quand on pense au musée de Bilbao, ou moi je pense évidemment de Guéry, plus encore à Lyon, il y a un nouveau musée qui s'appelle Confluence, où le bâtiment devient l'œuvre. Absolument. Et où l'œuvre est d'une certaine manière secondaire, complètement régie par la réaction du bâtiment. Et moi j'étais très frappé, par exemple, que les gens visitaient, quand j'ai visité le musée de Confluence à Lyon, ils venaient voir cet énorme insecte architectural, parce que c'est un bâtiment figuratif, en quelque sorte, et les œuvres à l'intérieur n'avaient pas beaucoup d'importance. Donc c'était pratiquement une réaction inversée. Donc je me demande, est-ce que tu penses que ce concept de réaction du regard pourrait être intéressant comme une sorte de permettant d'avoir peut-être un département des typologies, parce que Jean-Marie, par exemple, les typologies de Jean-Marie Floch, c'est une typologie de position. Oui.
Et il me semble qu'on pourrait avoir des typologies de réaction. Voilà, c'était mon suggestion. Oui. Merci beaucoup de ta question, de tes réflexions. Et je commence par la deuxième. En fait, les livres que j'avais faits sur les musées il y a quelques ans avaient justement comme hypothèse de recherche les nouveaux musées, au sens où l'architecture est première par rapport aux œuvres. Et donc, j'avais choisi une série de cas à partir de cette idée qui est absolument juste. C'est une compétition avec les œuvres, et il y a des cas où effectivement les œuvres sont... Mais il y a aussi ce qu'on fait, et on visite les nouveaux musées vides comme œuvres. Par exemple, à Paris, l'œuvre qui est au bois de Boulogne a été pour une période complètement vide, et on pouvait visiter parce que on est passé d'une conception fonctionnelle de l'architecture des musées à une conception esthétique, disons, par laquelle les musées est en œuvre au même niveau que les œuvres qu'ils contiennent. Il y a des musées où il n'y a même pas une collection. Oui, oui. À Nantes, par exemple, je visitais un nouveau musée qui était presque vide. Il n'y avait pas de grand-chose. Et donc là, effectivement, c'est une tendance qui depuis, je pense qu'on peut identifier les musées de Bilbao comme les débuts de cette tendance qui est devenue, et qui est aussi liée évidemment au tourisme, non? À la globalisation du tourisme. Bilbao, avant du musée de Geri, était une ville très en difficulté, en crise, parce que l'industrie sur laquelle c'est basé, c'était fini. Elle a complètement redémarré grâce au musée, est devenu un pôle de tourisme international très, très fort. Et comme ça, plusieurs villes ont investi sur ça. Les musées du Louvre aussi, avec la pyramide de Paye, c'est un peu la même histoire, non? Quelque chose de très contemporain qui va casser l'idée du musée comme un vieux truc ennuyeux, et voilà. Et oui, mais cette question que tu as posée, c'est lié à la première partie de ta question, c'est-à-dire dans la hiérarchie de Manar Ahmad, c'est très bien disposé, c'est-à-dire l'œuvre, les cadres, mais quand on visite, on ne respecte pas cette hiérarchie, c'est-à-dire qu'on a un effet de sens. Et les vidéos que j'ai montrées voulaient montrer comment chaque visiteur, ce n'était pas un modèle de visite, mais voulait montrer comme chaque visiteur peut créer son film à partir de la visite. Et donc, je ne sais pas ce que régit les regards, en fait, ça devient très, très libre d'une certaine façon, cette réaction. Je ne sais pas, parce que si nous avons affaire avec
un film avec un texte, même un TikTok et tout ça, c'est défini. Mais quand tu entres dans la visite, c'est un peu à toi de choisir ce qui va te conduire. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne sais pas si... Moi, si je pense qu'il y a quelque chose de... J'employais le mot réaction dans la mesure où c'est une structure syntaxique contraignante. Oui. C'est-à-dire qu'en français, on ne peut pas mettre le complément avant le verbe. Le verbe, enfin, on va avoir c'est une structure contraignante. Moi j'étais frappé quand j'avais visité le musée de Branly, Oui. le musée des arts premiers, Oui. voulu par Jacques Chirac à Paris, par cette architecture que je trouvais non seulement contraignante, mais oppressive. Oui, oui. C'est-à-dire que c'est un petit peu le rapport entre le tableau et le cadre. Au XIXe siècle, on mettait des cadres énormes, dorés, qui écrasaient le tableau. Au XXe siècle, on a retiré le cadre du tableau pour que le tableau... Le musée de Branly crée des alvéoles pour les œuvres africaines. On a l'impression que l'alvéole enserre l'œuvre et la détermine les conditions de sa vision, détermine les conditions de son usage, se réapproprie en fait, dans une axiologie esthétique, quelque chose qui a peut-être une autre fonction, qui n'a plus de liberté. Donc, je veux dire, c'est pour ça que la réaction, moi, me paraît un concept intéressant, parce que justement, ça comporte une dimension contraignante, qui est celle de la grammaire. Oui. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et évidemment, par exemple, l'exemple que je vous ai montré de la Galerie d'art moderne à Rome, en vidant l'espace le plus possible, c'est un peu ça qu'il y avait justement à la fin du 19e, il y avait des grands cornici. Car les œuvres étaient encadrées toutes de la même façon, il y avait vraiment des ambiances très... Et tout ça a été enlevé, non, pour avoir... Et pour ce qui concerne Quai Branly, je suis tout à fait d'accord. Et c'est très intéressant voir la différence ou l'opposition même qu'il y a entre les dehors et les dedans du musée. Les dehors, c'est un jardin fait par Gilles Clément, qui est un grand paysagiste et idéologue, écolo et tout ça. Et c'est un jardin conçu pour dépayser les visiteurs, au sens qui maintenant il est très sauvage, c'est très beau. Et l'idée c'était, on parlait de paratexte, c'est que les visiteurs est dépaysé par les jardins et prêt à acquérir une compétence pour arriver aux cultures autres. Tandis que les musées est très contraignant. Tu as tout à fait raison. J'ai des diapos, mais je ne sais pas si nous pouvons les voir maintenant. Mais j'aurais besoin de quelqu'un qui m'aide. Je crois qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Ah bon, d'accord. Alors, une ou deux maximum questions. Et ensuite, on devra arrêter parce que sinon, on va commencer trop tard. Merci beaucoup Isabelle pour cette intervention très intéressante. J'ai beaucoup appris et j'ai appris quelque chose qu'il s'agit des musées vides où on n'expose rien, aucune œuvre d'art. Et dans ce cas, je me demande, est-ce qu'il s'agit d'une visite de l'extérieur seulement ou bien les visiteurs entrent dans le musée et est-ce que l'aménagement du musée
Et c'est aussi quelque chose à voir. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans ce musée dans ce cas? Ben, en principe, c'est l'architecture à voir. L'architecture comme œuvre, évidemment. Et j'ai fait toujours l'exemple de Bilbao. Bilbao, c'est très intéressant parce que c'est l'emplacement du musée est spectaculaire. C'est vraiment, ils ont refait pratiquement un quartier. Donc les rapports avec la ville est très intéressant et le musée est très impressionnant à voir. Mais à l'intérieur aussi, il y a une hall énorme, magnifique, et avec par exemple, il y a une sculpture qui est un espace très contraignant qu'il faut parcourir et tout ça. Mais il y a des galeries qui sont très traditionnelles. Au sens, les musées essayent de contenir en même temps une conception de l'espace qui est tout à fait contemporaine. Et donc, sans limite très, très forte et tout ça. Mais on peut aussi rejoindre la vision traditionnelle dans les galeries. Donc, ce sont ces nouveaux musées, ce sont des machines assez complexes. Et c'est la même chose que j'ai noté à Los Angeles. Un musée très nouveau, très beau, mais à l'intérieur assez traditionnel. Donc, mais je pense que l'idée, c'est très important de considérer l'architecture comme œuvre aussi. C'est-à-dire ne plus subordonner l'architecture aux œuvres, mais les mettre sur le même plan ou bien sur un plan majeur. Est-ce qu'il y a une autre question? Une question, mais une petite note que je voudrais ajouter après avoir entendu ta contribution si motivante. Et dans le quartier où nous sommes, il y a un musée maritime qui a été rénové. Et dans la nouvelle, le nouvel aménagement, ils ont mis les caïques des sultans. Et donc ce sont des longs caïques dans le sens de la mer. Ils ont mis une grande baie de vitres et c'est une sorte d'aspectualisation inattendue de la part du visiteur. On a l'impression que les caïques vont partir vers la mer parce qu'il y a l'embarcadère, c'est ce qu'on a appris hier. Donc c'est une très belle conception de réaménagement d'un ancien musée qui existait là depuis mon enfance et qui est réaménagé de façon à donner une nouvelle impression aux visiteurs. Oui, donc, il faut y aller. Ta contribution, il faut aller le voir. Merci beaucoup. J'irai le voir. Merci. Non. Est-ce qu'il y a une question? Donc nous allons clore cette séance de la deuxième journée, de la deuxième école d'été ancienne métier de l'Université de Thessalonique. Et donc nous allons demander au professeur Anglet Eustocat de venir pour remettre la plaquette au professeur. Mais moi aussi, je dois la plaquette. Isabella, je collabore avec Isabella au bureau de la Fédération romane de sémiotique.
J'ai beaucoup appris de toi, de notre collaboration. Et aussi à Rome, nous avons été ensemble pour un colloque, comment vivre ensemble, parce que Isabella et ses collègues travaillent surtout dans le domaine de la sémiotique de la culture. Et quand il s'agit de la culture, les conflits, les façons de vivre ensemble, c'était très motivant, on était ensemble et maintenant je suis très contente de te retrouver à Istanbul. Merci beaucoup pour ta contribution, merci beaucoup à Sündüz et à toute son équipe qui ont rendu possible cette rencontre, cette réunion. Voilà. Marie-Hélène. Un petit souvenir d'Istanbul. Bana da bakın. Regardez-moi. Ça y est. Merci beaucoup, vraiment, Audrey. Merci à Sündüz, l'équipe, merci à tous, à toutes et tous. Merci à Marie-Hélène aussi. Oui, merci à Marie-Hélène. Et c'est vraiment une très grande joie d'être ici. Oui. J'avais raconté à Audrey que j'étais à Istanbul il y a 27 ans. Il y a 27 ans, et donc c'est magnifique pour moi de revenir. Vous allez voir, vous êtes très jeune, mais vous allez voir les plaisirs de revenir dans les endroits où on a été à jeunesse. Merci encore. Merci.